dire à un enfant que finalement on est un peu interpellé par la place qu'il prend ou le fait qu'il vienne toujours nous chercher, que du coup on se pose des questions et qu'on s'inquiète un peu pour lui, c'est aussi une façon d'ouvrir la porte à la confidence. Et si on fait ça, après il faut la suivre. Bienvenue à tous dans notre nouvel épisode intitulé « Comment prévenir la maltraitance ». Aujourd'hui, nous allons aborder des questions cruciales sur la façon de prévenir, reconnaître et d'intervenir face à des situations de maltraitance, négligence ou de harcèlement envers les enfants et les adolescents. Je m'appelle Coralie Herry, je suis coordinatrice pédagogique pour Arc-en-Ciel et je suis accompagnée de Virginie Plainevaux et de Anna Rodriguez. Virginie, Anna, pourriez-vous vous présenter et partager ce qui vous amène à vous intéresser particulièrement à ce sujet ? Bonjour, je suis Virginie Plainevaux, je suis la coordinatrice de l'équipe SOS Enfants de Charleroi et je suis particulièrement intéressée par ce public parce que je trouve ça important pour moi de défendre ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre tout seuls. Et donc, ça fait 24 ans que je suis dans le secteur et toujours aussi passionnée. Moi, c'est Anna Rodriguez, je travaille pour Défense des enfants internationale Belgique. Et on a à cœur cette thématique spécifique de la maltraitance et des violences, tout simplement parce que dans nos projets, en fait, c'est assez transversal de lutter contre tout type de violence pour protéger les enfants et s'assurer que la Convention des droits de l'enfant soit respectée en Belgique. Virginie, pourriez-vous nous expliquer quels sont les signes indicateurs de maltraitance ou de négligence que nous devons apprendre à reconnaître ? Avant ça, je vais peut-être citer les différents types de maltraitance. Donc, il y a les plus connus, qui sont la maltraitance physique, la maltraitance sexuelle, la négligence, mais très souvent, on oublie que les enfants qui sont victimes des violences conjugales, c'est aussi une forme de maltraitance, et aussi les enfants qui sont pris dans ces séparations parentales très conflictuelles, où ils sont un peu utilisés comme un outil de guerre entre leurs parents. Alors, pour les effets, il faut se dire clairement qu'à part une maltraitance physique qui se voit, souvent l'ensemble des signes sont beaucoup plus diffus. Alors, les signes physiques, ça va être évidemment les traces de coups, des brûlures, des morsures ou des hématomes sous-duraux chez le bébé secoué ou encore des lésions au niveau des organes génitaux. Mais dans la grande majorité des cas, c'est souvent des signes d'alerte qui sont plus diffus et ça va être le regroupement finalement de différents signes qui va devoir nous alerter. Et dans les signes qui doivent nous attirer l'attention, c'est par exemple un enfant qui va sembler être le bouc émissaire de sa famille, donc juger chaque fois la source de tous les problèmes. Des enfants plus grands, privés de vie sociale, d'activités, voire parfois qui sont séquestrés. Un enfant qui est soumis au chantage, à de la séduction par un adulte, qui reçoit beaucoup de cadeaux de manière un peu disproportionnée, des punitions disproportionnées, mais aussi, on oublie souvent, les enfants surprotégés, qui n'ont aucune autonomie, qui sont mis sous cloche, mais aussi un enfant qui va avoir tendance à avoir des comportements violents, où il attaque beaucoup le lien à l'autre. Mais tout ce qui est chez les plus petits, le bébé en retrait, hyper tendu, l'enfant isolé, la mise en danger sur les réseaux sociaux, les enfants qui se dénigrent beaucoup et les enfants qui doivent choisir l'un ou l'autre de ses parents, par exemple. Évidemment, pour les maltraitances sexuelles, on va être plus alerté par des enfants qui vont reproduire des actes sexuels comme des petits qui reproduisent des fellations, qui demandent des fellations, une masturbation compulsive, des propos sexualisés crus, un intérêt anormal pour le sexe, mais aussi de l'encoprésie et bien sûr être très attentif au dévoilement des enfants parce qu'il faut quand même savoir que dans la dernière recherche en France sur les enfants victimes de violences sexuelles, il y a quand même 58% des enfants qui ont parlé à un professionnel et où rien n'a été fait pour assurer sa protection. Donc, je pense qu'il y a encore des choses à faire dans ce cadre-là. Et puis, pour la négligence, c'est vrai que c'est un concept qui est beaucoup plus élastique et flou. Mais on doit être attentif aux tartines moisies ou à l'absence de repas à l'école, des habillements tout à fait inadéquats qui sont trop légers ou des chaussures trouées à répétition. Évidemment, des suivis médicaux qui ne se font pas ou tous ces enfants qui sont sous-stimulés trop devant les écrans. Merci Virginie. Anna, dans ton expérience, quelles sont les manifestations moins évidentes de maltraitance que tu as pu observer chez les jeunes ? Que ce soit sur le terrain, dans mon passé, parce que j'ai eu l'occasion de travailler pas mal sur le terrain, mais ici, chez DEI, on a l'occasion aussi de rencontrer des professionnels. Je pense que là où c'est le plus compliqué, c'est toutes ces manifestations, là, ça va être le manque de confiance en soi, des enfants qui se mettent de côté et à l'opposé, des enfants qui viennent nous chercher. On a tous et toutes des enfants en tête qui ont ces fameux comportements difficiles, entre gros guillemets. Et c'est souvent relié, du coup, à des violences qui sont plus psychologiques, verbales. Ça va être les violences éducatives ordinaires et les violences sexuelles aussi qui ont été citées juste avant. Et donc, ça va être vraiment toutes ces petites choses qui, mises ensemble,
comportement, les enfants qui se mettent à risque aussi. Souvent, on entend parler de la prise de drogue, les comportements comme ça de ces enfants qui nous dérangent ou qui viennent réveiller quelque chose. Je pense que c'est plus des choses qui sautent moins aux yeux que bien sûr des coups ou des bleus. C'est toutes des petites manifestations, mais qui sont reliées à des violences qui sont plus difficilement, en tout cas, identifiables, mais qui ont des conséquences quand même sur du long terme assez impressionnantes. Tu parlais effectivement des violences psychologiques qui sont souvent moins visibles et pourtant pour les animateurs ou quand on travaille avec des jeunes, c'est quelque chose que l'on croise très très fréquemment. En tout cas des enfants que l'on sent en retrait ou des enfants qui sont dans le trop dans l'affection, trop dans l'opposition. Je pense que c'est très important aussi justement de pouvoir discuter, premièrement avoir une oreille attentive envers ces jeunes et leur permettre de leur proposer un lieu sûr où ils peuvent se raconter. Pour compléter ce que vous dites, dire à un enfant que finalement on est un peu interpellé par la place qu'il prend ou le fait qu'il vienne toujours nous chercher, que du coup on se pose des questions et qu'on s'inquiète un peu pour lui, c'est aussi une façon d'ouvrir la porte à la confidence. Mais si on fait ça, après il faut la suivre. Alors en général, quand on suspecte une situation de maltraitance, c'est soit parce qu'il y a des éléments que l'on perçoit qui peuvent nous inquiéter, mais c'est essentiellement quand un enfant ou un jeune vient vers nous, choisit un animateur vers qui il va se dévoiler et commencer à parler de sa vie, soit familiale, soit à l'école, ou bien même au sein de l'organisation de jeunesse ou de la maison de jeunes. Je pense que les premières actions, c'est avoir une écoute attentive, non jugeante. Donc c'est être en capacité d'accepter ce que le jeune va nous révéler, tout en essayant de maintenir une juste distance, ce qui n'est vraiment pas facile. Puis, en tant qu'animateur, se contenter de ce que le jeune va nous dire. Parce que nous ne sommes pas des enquêteurs, nous ne sommes pas de la police, nous ne sommes pas formés pour pouvoir questionner, interroger. Donc en tout cas, dans un premier temps, se contenter de ce que le jeune a envie ou est prêt à nous dire à ce moment-là. Et pour l'animateur, avoir en tête qu'il n'est pas seul. Et donc ne jamais promettre le secret aux jeunes. Parce que promettre le secret, ça veut dire que l'animateur sera seul finalement avec les paroles du jeune. Donc ne pas le remettre au jeune, mais bien en parler à un collègue responsable avec qui on pourra déterminer est-ce qu'on va plus loin, est-ce qu'on est à une étape de gravité ou non, et puis de pouvoir prendre les étapes d'après. J'ajouterais un petit tips de noter, ça paraît un peu basique, simple, mais en fait, afin de faire exactement ce que tu dis, c'est avoir un petit carnet où on note et où on peut après se faire le relais, parce que c'est vrai qu'on n'est pas enquêteur ou enquêtrice, mais l'enfant, le jeune, il vient nous dire quelque chose, utiliser ces mots, c'est important. Et donc, prendre le temps d'arrêter et de noter, d'expliquer pourquoi on note, je pense que c'est un petit tip sympa. Virginie, quelles erreurs courantes devrons-nous éviter lors de la gestion de ces situations délicates ? Une des premières erreurs, c'est parfois de se laisser déborder par l'impact émotionnel que ça suscite et donc d'aller trop vite. Et comme disait tout à l'heure Coralie, c'est important dans ces situations-là. En fait, le premier réflexe, c'est de ne pas rester seul. D'en parler à sa hiérarchie notamment et de pouvoir prendre le temps de réfléchir ensemble et de voir si on est dans une situation d'extrême urgence ou bien on a le temps de réfléchir et de chercher de l'aide. Une autre peut-être erreur à ne pas faire, c'est effectivement ne pas donner des promesses qu'on ne pourra pas tenir. Et la troisième chose que j'aurais envie de dire, c'est que très souvent, les professionnels parfois nous disent qu'ils n'ont rien fait ou ils ont mis du temps à faire quelque chose de la parole parce qu'ils avaient peur de perdre la confiance de l'enfant. De ce fait-là, ils n'en ont rien fait ou ont mis énormément de temps à mettre des choses en place et ça ne va pas parce que l'enfant, lorsqu'il se dévoile, ça lui demande déjà beaucoup de courage et à partir du moment où il le fait, quel professionnel on serait de ne rien faire de sa situation alors qu'il nous dit qu'il est en danger ou en tout cas qu'il vit des choses vraiment trop compliqué pour lui. Donc voilà, je dirais cela. Et donc, au-delà des erreurs, quelles ressources est-ce qu'on pourrait recommander aux travailleurs de jeunesse et à tous les autres professionnels en charge d'enfants et de jeunes pour soutenir ces enfants et adolescents en situation de risque ? Alors ça, c'est une question très très large, parce que évidemment, une situation n'est jamais l'autre. Maintenant, je dirais qu'il y a pour moi deux grands cas de figure. Soit vous êtes dans une situation d'un dévoilement d'enfant où il y a un péril grave et imminent, c'est-à-dire que dans l'heure qui suit, il va rentrer chez lui et il risque de nouveau d'être maltraité. Là, dans ce cas-là, les choses sont très claires. Il n'y a que le parquet qui peut intervenir. Mais dans la majorité des cas, c'est des situations en général où on peut prendre un peu le temps et donc, voilà, ne pas rester seul, en parler. On peut toujours
téléphoner à SOS Enfants en tant que professionnel aussi pour demander un avis et avoir justement des pistes d'action ou de savoir quoi mettre en place. Nous, on conseille aussi souvent le 103, qui est quand même la ligne d'écoute pour les enfants et les jeunes. Et la spécificité du 103, c'est que si l'enfant ne peut pas appeler tout seul, parce que c'est quand même, comme le disait Virginie, c'est quand même pas rien de partager son vécu ou ses questions. En fait, ça peut être aussi, appeler le 103, ça peut être pour tout type de questions. Le professionnel peut appeler avec, en fait, ou la professionnelle peut appeler avec. Ça permet du coup, comme on dit, de garder cette confiance et d'accompagner l'enfant. Il y a aussi un autre numéro important, c'est le bureau du délégué aux droits de l'enfant, qui peut être une ressource aussi. Et avec des plus grands, des adolescents par exemple, qui se sentiraient pas de rentrer chez eux ou qui risqueraient de fuguer, c'est de leur donner des adresses des centres d'accueil d'urgence où ils pourraient y rester, y compris la nuit et 2-3 jours, et où on peut prendre le temps avec eux d'évaluer leur situation. Avec des adolescents, ça reste vraiment des acteurs intéressants. Pour des ressources un peu plus pratiques, j'ai la chance de travailler sur un projet qui s'appelle le projet Parks avec Défense des enfants internationale Belgique et dans lequel on a créé un guide pratique pour justement les travailleurs et les travailleuses qui ont au quotidien des enfants. L'idée, c'est de développer des politiques de protection de l'enfance pour réfléchir justement en amont avec des vrais outils, donc une grille d'analyse, c'est-à-dire évaluer en fonction de ce qu'on propose comme activité les risques qui pourraient être encourus par les enfants face à des violences. Et donc, ça permet aussi de se préparer. Je crois que c'est une étape qu'on oublie quand on devient professionnel, c'est d'anticiper, de préparer et de se dire le jour où je serai face à ça, qu'est-ce qui existe dans mon asso, qu'est-ce qui existe en interne pour nous aider à justement ne pas se sentir seul, parce que je pense que c'est le propre de plein de travailleurs et travailleuses de vouloir être là et de vouloir aider, mais on ne sait pas comment. Donc moi, je vous invite vraiment il est téléchargeable sur notre site. Et en plus, il y a une version qui sort maintenant avec des fiches pratiques aussi. Une question et puis plusieurs solutions proposées. Parce que comme le disait très justement Virginie, il n'y a pas une baguette magique, il n'y a pas une chose à faire, mais de multiples intervenants et intervenantes dans ce secteur. Pour avoir participé au projet Parks il y a quelque temps, je trouve effectivement cette réflexion et ce travail de réflexion en équipe plus qu'important. Il y a naturellement les situations de maltraitance ou de violence intrafamiliales ou scolaires, mais il y a également les violences qui pourraient avoir lieu sur le lieu même de nos structures jeunesse ou autres. Et dans ce cadre-là, l'élaboration d'une politique de protection de l'enfance permet justement à une équipe de réfléchir ensemble et de pouvoir convenir en tout cas justement de procédures ou de processus très utiles dans le signalement, l'accompagnement, autant des professionnels que des enfants et des jeunes. C'est très important ce que vous dites parce que de plus en plus, il y a des passages à l'acte sexuel ou violent entre enfants au sein d'une même structure et c'est très important d'y réfléchir en amont parce que c'est justement ces situations-là qui vont provoquer beaucoup d'émoi émotionnels chez les intervenants et donc du coup on risquerait de ne pas réagir de la manière la plus adéquate possible et donc réfléchir en amont avec la direction me paraît fondamental pour ne pas se sentir démuni et de déjà avoir une feuille qui reprend les étapes clés et les numéros importants par exemple. Par rapport à ce point-là, l'Arc-en-Ciel propose maintenant depuis quelques années une formation aux professionnels justement de la jeunesse, une formation qui s'appelle Gestion de groupe en toute bientraitance. C'est une formation de 2 jours sur, on a un collectif et quel est le cadre, à quoi réfléchir. Sur les 2 jours, je pense que l'on passe 1 jour et demi sur l'avant. Que mettre en place avant que le groupe d'enfants ou de jeunes ne soit à nos côtés. Pourquoi ? Mais justement, dans l'idée d'outils qui nous semblent importants et utiles pour pouvoir prévenir la maltraitance, il y a premièrement le fait de prendre le temps de se connaître en équipe. Parce que chacun de nous, on va devoir assurer un cadre qui respecte les mêmes règles avec lesquelles on est tous d'accord. Mais on sait très très bien que chacun d'entre nous, on va réagir d'une manière qui nous est propre. Et que certaines choses vont nous toucher beaucoup plus et que là, on pourrait être face à un débordement émotionnel qui fait qu'on a un comportement inadéquat envers un enfant ou un jeune, mais on en est conscient. Voilà, je sais que DEI, pour vous, c'est des notions aussi importantes de pouvoir distinguer le débordement émotionnel suite auquel on culpabilise directement parce qu'on sait que ça n'a pas été la bonne réaction d'une violence telle qu'on peut l'avoir. Naturellement, on parlait de l'importance de l'équipe. Pour nous, il est essentiel que pour bien travailler ensemble, il y ait des temps de collaboration au cours desquels on va réaliser une charte d'équipe.
Je prends toujours un exemple de base. Un enfant grimpe aux arbres. Alors moi qui suis une angoissée, qui n'ai jamais vécu en pleine nature, en pleine campagne, je vais lui dire « Tu descends !» Peut-être que mon co-animateur va lui dire « Écoute, je te permets d'aller à la deuxième branche, mais je suis à côté de toi. » Et la charte d'équipe permet justement de réfléchir à ces règles qui permettent une cohérence entre nos actes et nos paroles et une cohérence des règles avec l'ensemble des animateurs pour un cadre le plus serein possible et qui permet aussi le développement de la confiance entre le jeune et les travailleurs. Oui, et qui diminue les violences éducatives dites ordinaires. Évidemment, je pense qu'il y a beaucoup de notions qui sont liées. Et puis, je répète, pour pouvoir établir justement ce cadre de confiance et de sécurité, c'est de s'assurer d'avoir un encadrement suffisant, s'assurer on soit assez nombreux que pour pouvoir encadrer un groupe d'enfants en toute confiance. Je voulais rajouter aussi une ressource importante qui a été créée par Yapaka, avec qui on a le plaisir de collaborer sur pas mal de projets. Ils ont créé une cartographie en fait en ligne sur leur site qui permet justement en fonction de votre localisation de pouvoir voir un peu ce qui existe autour de vous. Je pense que c'est un outil vraiment top et que je vous conseille fortement d'aller découvrir. Anna, quelle stratégie d'éducation et de formation te semble essentielle pour les nouveaux travailleurs jeunesse, pour qu'ils puissent efficacement contribuer à la prévention de la maltraitance? Je pense que ce qui manque pour l'instant au niveau de la formation initiale, c'est d'en parler en fait. C'est de parler de ces cas, de ces moments aussi de violence où on va être amené en tant que travailleur ou travailleuse à y être confronté. Je pense que, en tout cas moi, par le passé, je n'ai pas eu accès à ce genre d'informations. Ça m'a manqué. Les gens sont prêts quand on va sur le terrain. En tout cas, les travailleurs et les travailleuses ont envie d'en parler. Et les animateurs et les animatrices aussi. Donc je pense qu'il y a cette question, en tout cas, de parler de la maltraitance, de parler des violences, de parler des relais qui existent, de parler comment concrètement on peut y faire face. Et aussi, au niveau de la prévention, c'est apprendre les tips de gestion de conflits, de vivre ensemble, parce que ça va permettre aussi, vous allez voir le saut que je fais, mais ça va permettre aux enfants de se sentir à l'aise avec des adultes. Je pense qu'il ne faut pas oublier que parler quand on a un problème, je pense que si vous demandez dans la plupart, enfin, autour de vous en tout cas, à la plupart des adultes qui vous entourent, la majorité ont quand même du mal à dire quand ça ne va pas. Imaginez-vous, remettez-vous à hauteur d'enfants et de jeunes, à quel point c'est compliqué de parler. Et donc réfléchissez aussi, peut-être en prévention dans les formations, à comment est-ce qu'on partage l'information. On n'est peut-être pas toujours obligé de le dire. Est-ce qu'on a des outils dans l'association qui permettent de favoriser une diffusion, une divulgation autre que par le langage, surtout avec des tout petits? Ça, je dirais qu'en tout cas, au niveau de la formation initiale, et alors moi j'insiste sur la formation continue, il est pour moi essentiel de continuer à se former, de continuer à donner aux travailleurs et aux travailleuses la possibilité d'avoir des espaces pour parler. Combien de fois j'entends pas, que ce soit dans les milieux sportifs, dans les milieux de la jeunesse, on n'a pas le temps, on court contre le temps. Et pourtant, qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir se rencontrer, de pouvoir dire, en fait, là j'ai eu une difficulté, comment est-ce que vous avez fait ou comment est-ce que vous ferez. Donc moi, j'insiste vraiment sur les formations, en tout cas sur c'est quoi la violence, c'est quoi la maltraitance, c'est quoi les signes, quels sont les relais. Et après, sur du long terme, une petite piqûre de rappel chaque année avec des cas concrets. Et vraiment, j'insiste aussi sur développer ensemble des politiques de protection de l'enfance à tous les niveaux et que ce ne soit pas que tenu par les animateurs ou les animatrices, mais par les dirigeants et les dirigeantes de ce genre d'association pour envoyer un message fort aussi de prise en charge des enfants et des jeunes. Je parlais tout à l'heure de la charte d'équipe. Naturellement, elle ne suffira pas, puisqu'il faut aussi penser à une charte participative avec les jeunes. Des outils existent pour pouvoir élaborer ces chartes ou ces règles de vie collective avec les enfants et les jeunes. Je peux vous citer D'accord ou pas, qui a été réalisé par la coordination CRH. Et puis, avec l'expérience, et c'est pas le plus facile, être capable d'avoir une juste distance avec les enfants et les jeunes que nous animons. Oui, j'ajouterais aussi comme ressource, parce que du coup, il y a quand même des choses qui existent, rassurez-vous, hein, c'est quand même important de le dire aussi. Je me permets de reciter Yapaka qui a un MOOC en ligne de 2 heures, il me semble, et l'avantage, c'est que vous pouvez faire des pauses et donc le suivre à votre rythme, mais qui justement aborde des questions et qui sensibilise à ces notions. Je pense que c'est une étape super importante de déjà commencer à être sensibilisé, comprendre pourquoi c'est important de parler de ça, pourquoi est-ce qu'il
il est essentiel que les travailleurs et travailleuses de tous les secteurs, en fait, s'attaquent, entre guillemets, à ces questions-là, parce que ça a des conséquences. Vraiment, j'insiste sur les conséquences sur le long terme. Donc, moi, je vous conseille vraiment, si vous tapez déjà sur Internet bientraitance, vous allez trouver une panoplie de chouettes ressources qui existent. La Fédération Wallonie-Bruxelles aussi a un catalogue de formations sur l'enfance, dont une sur la gestion de la maltraitance infantile ou des confidences d'enfants dans le cadre de maltraitance infantile. Donc, il ne faut pas hésiter effectivement à taper sur Internet et il y a un pléthore de choses qui sont déjà proposées. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode crucial. Si vous avez des questions ou souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter via notre site web ou nos réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos discussions futures.